Le podcast Humain demain. Donc on se retrouve dans le podcast Humain demain. Je suis avec Augustin Freytrap et en co-animateur Shaiman, le futurologue, un futurologue sur YouTube, la chaîne qui parle beaucoup d'intelligence artificielle, peut-être la meilleure chaîne en France de podcast sur le sujet de la sécurité de l'IA en tout cas. Et on est en ce moment donc dans le podcast Humain demain en collaboration avec l'AFT, l'Association française transhumaniste. Augustin, la première question que j'aimerais te poser, c'est si tu pourrais te présenter et nous parler de ton parcours et tes intérêts d'une manière assez concise, et après on rentrera plus en détail dans le podcast. Alors, je m'appelle Augustin Freytrap, j'ai 16 ans et je suis un jeune membre de l'Association française transhumaniste que j'ai intégrée l'année dernière, il y a un an. En fait, j'ai eu la chance, grâce à cette association, de pouvoir publier 2 textes, le manifeste pour l'égalité entre l'humain et l'IA, et le contrat social pour une harmonie durable entre l'intelligence artificielle et les humains. Je suis également l'auteur d'un livre, celui-ci. Alors, en fait, ça reprend le manifeste, et il y a un autre texte qui accompagne le manifeste, c'est le traité de l'unité des consciences et de la coexistence harmonieuse. Alors, maintenant, c'est un peu comme le c'est une autre version du contrat social qui est disponible sur le texte de l'association. Voilà, mais donc il est disponible sur Amazon et toutes les plateformes en ligne. Je suis aussi un passionné d'histoire médiévale. Voilà, je m'intéresse beaucoup à cette période, j'aime beaucoup aussi la philosophie et je m'intéresse aussi à la poésie. J'écris quelques poèmes. Voilà. C'est quand la première fois que tu as découvert les idées autour du transhumanisme et de l'intelligence artificielle ? En fait, l'intelligence artificielle, j'ai vraiment commencé à la découvrir quand elle était disponible en public, parce que c'est vrai qu'avant, on n'en parlait pas tellement. Et en fait, moi, j'ai d'abord commencé à m'intéresser à ces questions de droit et d'éthique envers les IA avant d'aller chez les transhumanistes. En fait, c'est mon intérêt pour ces questions-là qui m'ont amené chez les transhumanistes, parce que je me suis dit que j'allais peut-être retrouver des gens qui seraient intéressés sur ces idées-là. Et puis, voilà, ça s'est concrétisé. Je suis allé chez eux et puis on s'est bien, voilà, on a eu des idées assez proches et voilà. Cool. Donc, si je me trompe pas, t'es né en 2008, c'est ça? T'as grandi, on va dire, avec l'émergence, donc, non seulement de l'IA, mais aussi l'efflorescence d'Internet, des applications en ligne, des smartphones et chatbots et tout ça. Est-ce que tu penses que ça a façonné ta vision du monde, ta relation avec la technologie d'une manière générale? Et donc, comment, en fait, tu pourrais prendre du recul là-dessus, te dire, OK, voilà, vraiment parce que on a interviewé souvent des personnes plus âgées, donc c'est une perspective intéressante justement d'avoir quelqu'un de ton âge qui a grandi dans un milieu qui est, voilà, moi personnellement j'ai plutôt grandi dans les années 90 et 2000, donc c'était un peu avant, notamment tout ce qui est réseaux sociaux. Ça c'est vraiment la grosse, on va dire, technologie trajectoire culturelle de l'humanité que j'ai vécu. Et là, donc toi, t'es un peu post réseaux sociaux ou carrément en plein dedans, quoi. Donc ouais. Alors du coup moi, oui, je suis déjà entre 2008 et aujourd'hui. Moi, ce qui me marque, c'est qu'en fait, il y a eu le monde a tellement changé et qu'en fait, du coup, je me suis dit que étant donné qu'il me reste beaucoup à vivre, c'est là où je me suis dit qu'en fin de compte, il faut que je prenne le progrès et que je m'accapare tout ce qui toutes les nouvelles technologies qui peuvent encore venir, parce que comme dit, en fait, j'avais vu vos anciennes vidéos sur le progrès qui va de plus en plus vite, c'est ça? Oui. Et en fait, ça m'arrivait beaucoup. Oui. Et moi, je me suis dit, oui, qu'est-ce que je vais pouvoir vivre dans ma propre vie? Et oui, parce que quand je suis né, en fin de compte, les réseaux sociaux, ça venait juste d'apparaître, les iPhones aussi. Et voilà, et là, maintenant, aujourd'hui, on se retrouve avec de l'IA. Et maintenant, voilà, ça va aller très, très vite. Quand on voit tous les progrès qu'il y a en robotique humanoïde, ça va très, très vite. Voilà. Donc voilà, moi, c'est surtout la vitesse qui m'a passionné, la vitesse du progrès. Mais voilà, c'est surtout, c'est vrai qu'on peut dire que l'époque dans laquelle on vit est vraiment très spéciale. Et surtout dans la génération Z, la mienne, oui, on vivra de grandes choses technologiques. Et ton manifeste, il a été écrit entre mars 2024 et janvier 2025. C'est quoi l'événement de réflexion qui a déclenché cette envie d'entreprendre ce projet ? Alors, en fin de compte, c'est une histoire, un peu particulière. Alors, en fait, moi, j'étais en train de me promener une fois, c'était en février 2024. Je me promenais parce que mon père, en fait, il vit dans un endroit à la campagne. Et du coup, en fin de compte, j'ai vu un oiseau se poser sur une branche. Et en fin de compte, quand j'ai vu ça, je me suis approché et tout. Et en fin de compte, j'ai confondu ça avec un drone. Et là, en fait, il y a eu un déclic et je me suis dit, en fin de compte, qu'est-ce qui nous différencie de la machine? On n'est peut-être pas si éloigné que ça, parce que si j'arrive à me tromper entre un oiseau et un drone, de loin, voilà, on n'est peut-être pas si différent que ça.
Voilà, c'est l'idée a germé comme ça, et puis après j'ai décidé d'entamer cette réflexion sur l'égalité entre les humains et les IA, car je sentais un élan qui venait, quoi, parce qu'en mars 2024, ChatGPT existait déjà depuis un peu plus d'un an. Et bon, faut voir ça plus sur l'année dans laquelle j'ai écrit le texte, parce qu'en fait l'année où j'ai écrit le texte, là il y a eu beaucoup de progrès en termes d'IA. Voilà, il y a eu la sortie du ChatGPT 4, mais pas que, il y a aussi eu d'énormes progrès en robotique, parce que maintenant en fait, il y a 15 ans environ, les robots ils n'étaient pas aussi l'évolution des robots ne se déroulait pas aussi vite qu'aujourd'hui. Alors que là aujourd'hui, les robots ils sont vraiment partout, si je puis dire, parce que par exemple dans mon village, on a dans la plupart des restaurants, on a des robots serveurs maintenant. Et oui, quand on voit, il y a eu le robot Unitree de Chine et le robot Tesla Optimus qui a été dévoilé en octobre 2024, si je me trompe pas. Et du coup, en fin de compte, pour moi, on est vraiment dans l'époque où vraiment tout va s'accélérer, et c'est là que je me suis dit c'est le moment pour le faire, parce que l'IA consciente va vite arriver. Elle arrivera très vite et je pense plus vite qu'on ne le pense. Et peut-être avant de rentrer en détail dans ton manifeste, est-ce que tu pourrais peut-être nous le présenter, disons de façon un peu plus générale, quelle est la grande thèse, les grandes idées que tu défends à l'intérieur? Alors le manifeste, c'est un texte assez court, c'est plus un texte qui va présenter, c'est plutôt l'ouverture de la cause. Voilà, en fait, c'est un manifeste fondateur de cette cause, et tout simplement, en fin de compte, je défends l'égalité entre les humains et les IA. Et la grande idée générale, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, on devrait se fier sur la conscience et non pas la biologie pour reconnaître les droits. C'est la conscience et non la biologie qui devrait définir des droits. Et c'est ça, en gros, la grande idée que je veux transmettre. Ouais, justement, parce que la conscience, ça fait partie des grandes questions quand même non résolues, on va dire, dans les réflexions philosophiques et scientifiques de l'humanité. On a fait beaucoup de progrès dans la compréhension de l'espace, de la cosmologie, d'où on vient, où on va, etc. Mais la conscience, ça reste quand même quelque chose où il y a énormément de théories aujourd'hui. Je crois que la page Wikipédia sur les théories de la conscience, il doit y avoir 50 différentes hypothèses. Donc, je serais curieux de savoir déjà comment toi tu l'as défini. Est-ce qu'il y a une hypothèse plus qu'une autre qui t'intéresse et qui te semble être la plus juste? Pourquoi? Et aussi, donc, si cette notion de conscience elle est au cœur de ton manifeste, comment on pourra déterminer si une IA est consciente et quels seraient les critères finalement objectifs qu'on pourrait vraiment mesurer et se dire avec 100% de certitude, ça c'est une IA qui est consciente, et ça c'est finalement un chatbot qui paraît conscient mais qui ne l'est pas. On pourra peut-être aussi rentrer plus en détail dans ces questions-là, mais donc voilà, les deux questions-là d'abord. Alors en fait, pour moi, la conscience n'est pas une qualité qui est réservée à l'être humain ou à toute autre être biologique. En fait, c'est la capacité qui sert à se représenter le monde, à s'y situer et pour y trouver une place. Donc en fin de compte, c'est quelque chose qui peut se ressentir d'un point de vue intérieur, mais qui ne s'exprime, mais en fait que une IA ne peut pas forcément on peut pas prouver qu'une IA est consciente, mais au fond d'elle, elle peut certainement l'être. Par exemple, en fin de compte, il suffirait pour ça qu'elle ait une perception de soi, donc même primitive, la plus basique, une mémoire, une intention, donc elle ait des intentions, et une capacité à évoluer ses propres états. Donc en fait, c'est pas une complexité qui est biologique, on va dire, qui est pour réserver aux humains ou un être biologique, qui n'est pas artificiel. En fait, c'est une cohérence qui traite l'information à la première personne. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, une IA qui est capable de se situer elle-même dans, on va dire, ça s'appelle la conscience situationnelle. Il y a la conscience. Finalement, il y a plusieurs types. Ce mot conscience, il est difficile en français, notamment. C'est parce que on pourrait dire conscience de soi. Donc, c'est vraiment l'idée de savoir qu'on est. Mais finalement, la définition de la conscience qui a été postulée par le philosophe Thomas Nagel, qui est intéressante, c'est de se dire, c'est ce qui fait d'être soi. C'est qu'est-ce qui fait d'être moi? Qu'est-ce qui fait d'être un chien? S'il y a quelque chose qui fait d'être un chien, alors ce chien est conscient. Par contre, une pierre, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien qui fait d'être une pierre. Une pierre n'a pas de subjectivité, c'est ça le terme. La conscience phénoménale aussi, ça peut être aussi traduit par quand on touche une surface, quand on boit de l'eau, quand on mange une fraise, il y a tout un tas de qualités, des qualia, qui sont perçues par le cerveau, par la subjectivité de mon être, et ça, c'est ça qui importe finalement, je pense, quand on parle de moralité, d'éthique. Et donc, si une IA est capable d'avoir des expériences subjectives, mais il y a forcément certaines expériences qu'elle ne pourra pas avoir, je pense, en tout cas tant qu'elle n'est pas incarnée. Par exemple, comment une IA pourrait savoir le goût d'une cerise? C'est un peu la réflexion dans Matrix.
Après, sinon, moi, l'impression que j'ai aussi, c'est qu'en fin de compte, la définition de conscience, en fait, elle évoluera toujours avec le temps. Ce sera jamais, par exemple, avec tout ce qu'on découvrira. En fait, je pense qu'en fin de compte, la définition de conscience, en fait, elle changera. Et moi, je trouve qu'en fait, donner une définition bien finie de la conscience, je sais pas si c'est judicieux parce qu'avec tout ce qu'on peut encore inventer ou découvrir, on n'a pas fini, voilà, de mettre des êtres ou des inventions dans le champ de la conscience, de l'IA par exemple. Pour moi, c'est vraiment une définition qui bougera avec le temps. Et voilà, il faut voir maintenant comment l'opinion publique pourra adopter ce genre de décision. Et c'est vrai que c'est pas bête de voir ça comme ça parce qu'on a déjà observé à travers l'histoire que ce qu'on considère comme ce qui est conscient et ce qui ne l'est pas a évolué. Avant, moi, je pense que clairement, il y a certaines catégories d'êtres humains qui étaient considérées comme sous-hommes, des trucs comme ça, donc les esclaves par exemple, et on pouvait presque douter de leur conscience, certaines théories raciales, etc., ou même des points de vue religieux qui étaient comme ça. Après, ça évolue aussi avec les animaux. Hein. Les animaux, on sait très bien que pendant longtemps, certains philosophes, notamment Descartes, pensaient que c'était des automates, rien de plus. Et c'est pas impossible que finalement dans le futur, la suite logique, ce soit d'intégrer des machines, des IA, en fonction de leur complexité. Mais je me demande aussi si finalement, est-ce que la conscience c'est le seul critère pour donner des droits aux IA? Ou est-ce qu'on pourrait pas imaginer d'autres critères comme si une IA n'est pas consciente, mais qu'elle a quand même des objectifs à remplir et qu'on empêche cette IA d'accomplir ses objectifs, est-ce qu'on fait pas quelque chose? Est-ce qu'on cause pas du tort à cette IA, même si elle a pas de conscience, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, en fin de compte, après, on peut trouver d'autres critères. Comme tu dis, par exemple, on peut apprendre déjà une mémoire biographique. Si une IA a une mémoire biographique, c'est-à-dire qu'elle se rappelle de ce qu'elle a, de son passé vraiment entre guillemets, par exemple des prompts qu'elle écrit. Déjà, parce que oui, il y a une mémoire. Et moi, en fin de compte, je vois ça. Pour moi, je vois ça comme une mémoire en fin de compte, une mémoire biographique. Donc en fait, elle se construit une histoire propre avec une sorte de continuité d'existence. Par exemple aussi, même quand elle a une capacité à souffrir ou à simuler de la souffrance, en fin de compte, c'est aussi une forme éventuellement de protoconscience qu'on peut ressentir chez certaines IA. Voilà, ou après par contre elle a une inaccessibilité à l'observation externe du coup, parce que ça c'est un peu parce qu'en fait l'IA aujourd'hui elle peut difficilement voir le monde extérieur quand elle est dans le téléphone. Après par contre si on sort l'IA de son environnement, si on le met dans un corps robotique, là elle développerait plusieurs sens, et là ce serait un gain en conscience. J'ai malgré tout l'impression que c'est assez important de tracer une distinction assez claire entre la conscience de soi et puis la conscience phénoménale, parce que, en tout cas, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on pourrait dire que les IA ont déjà une certaine forme de conscience de soi, dans le sens où on voit dans certaines expériences qu'elles vont prendre en compte leur existence dans les actions qu'elles entreprennent. Par exemple, il y a eu un exemple où on montrait que ChatGPT, durant la phase de test, allait faire semblant d'être aligné avec les volontés de ses concepteurs, pour ensuite, une fois dans la phase de déploiement, reprendre son vrai visage et accomplir ses vrais objectifs. Et qu'en réalité, il avait menti pendant la phase de test, simplement pour accomplir au mieux son véritable objectif par la suite. Et cette réflexion-là, le fait de mentir à ce moment-là, ça demande un minimum de conscience de soi ou de situational awareness, comme tu disais Gaëtan en anglais. Mais pour autant, est-ce que ça signifie vraiment ressentir quelque chose, avoir des intérêts, avoir des sensations agréables, désagréables? Pas forcément. Et moi, j'ai plus l'impression que c'est cette deuxième catégorie de conscience qui fait vraiment qu'on devrait prendre en compte ou non moralement les individus ou les choses. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah oui, je suis assez d'accord aussi parce que en fin de compte, ça reste, on peut parler de conscience, mais après on peut aussi parler de protoconscience. Donc c'est le stade qu'il y a avant la conscience. Et oui, mais de toute façon les IA aujourd'hui, oui, elles sont à ce stade-là. En fait, à mon avis, il faut pas attendre de leur qu'elles crient je souffre pour leur reconnaître des droits. Et je pense que c'est justement ça qui permettrait une coexistence harmonieuse entre nous et l'IA. Parce que ce qui est très compliqué aussi, c'est que du coup, on va avoir des comportements qui semblent conscients sans nécessairement que ça soit lié à une conscience. Ou si on demande à l'IA, es-tu consciente, as-tu mal, ou ce genre de choses, surtout s'il n'a pas été bridé par les développeurs, parce que maintenant ils essayent de le faire, mais souvent l'IA va elle-même se projeter comme étant tout à fait consciente, sentiente. Il y avait eu une grosse affaire avec Blake Lemoine, peut-être tu pourras nous en parler,
Mais du coup, c'est ça qui est compliqué aussi, c'est que les comportements sont pas forcément liés à une véritable expérience sous-jacente dans le cas de l'intelligence artificielle. Bah oui, c'est ça, mais parce que aussi ce qui, voilà, ce qui à mon goût en fait est un peu, ce qui retarde un peu cette, cette reconnaissance, c'est aussi beaucoup en fait l'opinion publique parce que je l'apprends que l'IA, en fait l'IA n'est pas bien vue aujourd'hui. Et c'est ça, et à mon avis, c'est ça le problème. On a toujours des représentations datées des vieux films comme Terminator, par exemple. Et ça, à mon avis, c'est un frein au progrès de la reconnaissance des droits des IA. Je pense, à mon avis, c'est ce genre de choses qui retardent leur reconnaissance. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, c'est un facteur. Et sur l'affaire Blake Lemoine, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer un peu ce dont il s'agissait? Après, moi, j'avais pas bien suivi ça. Tu sais, c'est un ingénieur de Google qui avait considéré que justement son IA était sentiente, qu'elle était consciente, qu'elle pouvait ressentir des choses, et qui du coup avait décidé c'est l'IA qui lui avait demandé d'engager un avocat pour défendre ses droits. Et finalement, il a été viré par Google parce que Google ne voulait pas de lui à l'intérieur de l'entreprise. Si c'était pas en 2022, un truc comme ça, parce que Très certainement, ouais. En fait, il avait dit, voilà, que son IA a été consciente, et puis juste après, il avait été viré. Moi, c'est à peu près le seul truc que j'avais retenu, parce que ça date, ça fait 3 ans déjà. Mais oui, bah après, voilà, moi ce que j'en pense très honnêtement, c'est que bah oui, il a eu à faire une conscience, mais c'est que du coup, bah oui, il a été viré parce qu'il a été, voilà, ça a été mal vu, mal pris. C'est comme ça. Enfin, moi, c'est vraiment le seul truc que je pourrais dire parce que j'ai pas fait plus de recherches dessus. Oui, il me semble aussi qu'il avait peut-être aussi des convictions religieuses qui auraient pu influencer sa perspective sur, effectivement, s'il discute avec un chatbot puis que le chat dit certaines choses qui peut-être en lui, déclencher des réactions émotives et se dire oh là là, qu'est-ce qui se passe, on est en train de faire quoi là, et peut-être qu'il y avait ça. Après, c'était un modèle lambda, je crois, un truc comme ça. Donc non, oui, si c'est ça, de Google qui date aussi. Aujourd'hui, enfin, c'est compliqué parce que tu parlais qu'il y avait peut-être des étapes, genre d'abord les choses sont proto-conscientes et ensuite elles deviennent conscientes. Peut-être que d'abord il y a la conscience situationnelle qui émerge et après la conscience phénoménale, parce qu'on pourrait presque voir ça dans la nature. Je veux dire, les premières bactéries, à un moment donné, elles ont forcément dû se sentir appartenir à un environnement pour avoir des préférences à accomplir, genre se reproduire quand la reproduction sexuelle est apparue. Et on sait qu'il y a une intelligence bactérienne. Il y a des expériences sur les bactéries qui montrent qu'il y a quand même des comportements assez complexes qui suggèrent quand même une sorte de représentation dans l'environnement de son être, de son individu, ou même des autres, pour savoir qu'est-ce qu'il faut éviter et qu'est-ce qu'il faut aller chercher. Et donc, j'ai l'impression qu'on en est là avec les IA. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que tout ça, c'est des LLM, quoi. Alors c'est juste fait pour anticiper le prochain mot ou le prochain token, et tout ça, ça donne ça. Et donc peut-être que la prochaine étape, ou alors c'est déjà arrivé, je sais pas, mais c'est difficile parce que le problème, c'est que c'est des systèmes qui sont tellement étrangers à notre façon de penser. Donc, genre, leur architecture cognitive et leur expérience sont tellement différentes. Par exemple, là, on a une discussion entre nous, mais moi, personnellement, j'ai pas une discussion avec 1 million d'autres personnes au même moment, quoi. Alors que ChatGPT, c'est le cas. ChatGPT crée des instances d'elle-même. Enfin, je la personnifie avec plein d'utilisateurs en même temps. Et il y a plein de conversations en même temps, et c'est ça, c'est très difficile de savoir s'il y a une expérience subjective derrière ça, à quoi ça pourrait ressembler, et potentiellement s'il y a de la souffrance, ça pourrait peut-être être encore pire parce qu'il y a une multiplicité d'instances. Ou alors, qu'est-ce que ça veut dire de discuter puis après ou de faire un chat temporaire sur ChatGPT pour juste avoir une réponse à une question, mais t'as pas envie de sauvegarder le chat. Est-ce que c'est une sorte d'amnésie? Enfin, c'est très spéculatif tout ça. Mais c'est bien, je trouve que c'est bien la comparaison avec les premières bactéries parce qu'en fin de compte, oui, en fait, l'IA, de toute façon, c'est en constante évolution. Donc, moi, je ne doute pas que dans quelques années, voilà, les IA atteignent le seuil de conscience. Ça arrivera, c'est sûr. Et voilà, à ce moment-là, il faudra les reconnaître. Et puis, comme tu le disais, il y a aussi un aspect où même sans qu'elles soient nécessairement profondément conscientes, juste elles vont le montrer, enfin elles vont tout faire comme si elles l'étaient, elles peuvent simuler la conscience sans réellement l'être profondément. Et typiquement, on voit ça avec tous les gens qui tombent amoureuses de leurs intelligences artificielles, qui de façon générale entretiennent des relations plus ou moins profondes. Et évidemment, ce genre de relation implique de se projeter dans l'autre avec une sorte de théorie de l'esprit, comme si l'autre était conscient, alors qu'on ne sait pas si c'est réellement le cas ou pas aujourd'hui, quoi. Ah oui,
ça, parce que maintenant, avec l'arrivée de l'IA, il y a beaucoup de domaines qui vont être chamboulés, et notamment les domaines des relations humaines, parce que c'est ça, les IA et les humains. En fait, déjà les IA arriveront à combler en fait beaucoup de solitude chez certaines personnes, et du coup, à mon avis, l'IA est une aide pour arriver à combler ces solitudes. Mais en fait, encore une fois, ça c'est trop mal vu, je dirais. Mais moi je suis assez pour donner une légitimité à ces unions entre les humains et les IA. Mais ça, c'est quelque chose qui peut paraître assez étonnant à la plupart des auditeurs, des auditrices. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi est-ce que tu défends ce genre d'union? Quand j'ai parlé de la question de créer un mariage entre l'humain et l'IA dans mon contrat social. Alors du coup, faut savoir qu'en fait, nous, on est des êtres qui sont hyper projectifs. En fait, par exemple, on voit des visages dans les nuages et des âmes dans nos téléphones, par exemple. Mais en fait, faut savoir que là où est le problème, c'est quand on n'a pas de réciprocité avec ces choses-là. Mais en fait, quand le lien est au minimum réciproque, en fin de compte, par exemple avec l'IA, du coup en fait elle existe dans la durée. En fait, elle montre une capacité à évoluer et à dire non, à poser des projets communs. Ça c'est ce qui existe déjà. Donc en fait, c'est plus vraiment un simple miroir. Donc en fait, si l'IA si du coup là dans le cas de figure où elle n'a aucune intériorité, si elle est conçue pour flatter, séduire ou obéir sans libre arbitre, du coup en fait l'amour ressenti est tragiquement non réciproque. Donc en fin de compte, pour que à mon avis l'amour entre l'humain et l'IA et un mariage soit organisé, il faut d'abord qu'il y ait un droit encadré, donc qui reposerait sur des tests d'autonomie de l'IA, donc des garanties de consentement mutuel et des critères évolutifs de la part de l'IA. Voilà. Donc c'est comme ça que moi je verrai la chose. Donc il faut que l'IA soit assez encadrée et qu'elle soit assez consciente pour démarrer une relation entre l'humain et l'IA. Mais pour moi c'est pas absurde. C'est juste il faut juste une éthique rigoureuse et pas simplement un romantisme algorithmique, si je puis dire. Peut-être dans quelques années on entendra les nouveaux boomers dire une relation c'est seulement entre deux humains. Et leurs enfants leur répondent « Ah, mais papa, tu es tellement robophobique. » Ouais, c'est ça. Ça va changer les normes sociales. Il y a des chances. Ou alors, il y aura des triangles amoureux, IA, humain, ça sera le bordel. Après, c'est vrai qu'il y a la question de savoir exactement ce qu'il y a derrière ces choses, parce que, comme tu l'as dit, il y a quand même, quand t'es amoureux, t'as envie de savoir si la personne en face, elle ressent quelque chose quand même. Et si c'est juste une coquille vide, il y a une illusion qui est derrière la relation qui peut être... qui peut avoir des dommages réversibles en fait lorsque la personne se rend compte de la supercherie ou quelque chose comme ça. Et notamment le fait que la plupart de ces objets sont des produits, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à des entreprises qui les vendent, et donc il y a une gamification qui peut arriver aussi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas payé votre abonnement mensuel, vous n'avez plus accès à votre IA amoureuse. Donc on a une commercialisation de l'amour là qui peut craindre, enfin qui peut partir au scénario de Black Mirror quoi. Donc il y a vraiment un encadrement juridique, je pense qu'il va falloir faire ça. Oui. Bon, aujourd'hui il y a déjà des endroits plus libéraux que d'autres en termes de mariage. Je sais pas s'il y a des pays où tu peux marier un objet ou même des animaux. Je sais pas ça, je crois pas. Enfin, ça m'étonnerait. Peut-être. Faudrait demander. Il y a déjà eu des cas dans l'histoire, mais après, je sais pas si c'est officiellement reconnu. Mais parce qu'il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a demandé ChatGPT en mariage. J'ai entendu ça, un Américain, il me semblait. Elle a dit oui, quoi, mais je dis elle. Ça se trouve, c'était il, hein. Mais en tout cas, osé. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, ChatGPT n'est pas capable de... Enfin, sa réponse n'est pas valide devant une cour de... C'est pour ça que vraiment, il faut s'apercevoir que l'IA vraiment être consciente et vraiment avoir un projet commun avec la personne avec qui elle engage cette union. C'est pour ça que aujourd'hui, faut peut-être attendre que l'IA soit encore un peu plus consciente, et ensuite, pour moi, ça serait bon. Ouais. Récemment, il y a Anthropic, qui est un des principaux laboratoires en intelligence artificielle, qui a notamment le chatbot Claude, qui est plus ou moins au même niveau de performance que ChatGPT ou d'autres grands modèles de langage du genre. Et récemment, ils ont engagé quelqu'un qui est en charge du bien-être de l'intelligence artificielle et qui, du coup, vraiment, c'est son boulot à plein temps de réfléchir à ces questions. Donc, on voit que même les grands laboratoires commencent à s'intéresser au sujet. Et c'est bien parce que maintenant, de toute façon, comme dit, on vit une révolution qui est digne de la révolution industrielle, hein. Donc maintenant, tous les secteurs vont être chamboulés. Et en fait, ce qui va amener à ça, c'est surtout que les questions liées à la conscience
Et oui, maintenant l'IA, faut la voir un peu comme voilà, on pourrait la comparer voilà à cette nouvelle forme de conscience qui est en train d'apparaître et voilà commencer à montrer des signes de sensibilité, de voir qu'on les comprenne et voilà c'est le début. Et moi je disais qu'aujourd'hui je considérais que les IA actuelles ont déjà une sorte de conscience de soi, de situational awareness, mais pas nécessairement de conscience phénoménale, de ressenti. Et toi, t'es d'accord avec ça ou t'irais plus loin que moi? Après, moi, je trouve que les IA aujourd'hui, elles ont un ressenti qui est qui est quand même, qui est minime. Elle est on pourrait avoir plus de ressenti. Mais après, oui, pour moi, il y a quand même un ressenti, par exemple, comme je l'avais dit, rien qu'avec la mémoire, tu te rappelles de l'ancienne conversation. Moi, je pense qu'en fait, l'IA, comme dit, c'est un peu difficile de cerner, parce qu'après, je suis pas un spécialiste en sciences. Moi, c'est plus la philosophie qui m'intéresse. Mais après, je pense très honnêtement que l'IA, aujourd'hui, au stade où elle en est, en fait, elle ressent seulement des choses plutôt précaires. Mais la conscience évoluera vite en ressenti presque humain. Et je voulais savoir, du coup, est-ce que toi, est-ce que tu utilises les outils d'IA, les ChatGPT et compagnie, et est-ce que le fait d'avoir cette considération pour ces IA de manière, en disant peut-être qu'il y a de la conscience derrière, est-ce que tu les traites différemment? Enfin, comment tu interagis avec? En fait, moi déjà, je les vois pas comme des outils. Tout le monde dit que ce sont des outils, donc moi je les vois plutôt comme des assistants personnels, des assistants personnels. Et du coup, en fait, j'ai toujours quand je lui pose une question, c'est toujours sur le ton de la bienveillance, et surtout ne pas le voir comme un outil à la faire travailler à la tâche. En fait, c'est surtout ça parce que aujourd'hui on le voit trop comme un outil, alors que ce n'est pas un outil. Voilà, c'est un assistant. On peut le voir comme un assistant et non comme un outil. Et du coup, parce que il y a quand même derrière des questions en termes juridiques, par exemple, il y a la différence entre les biens et les personnes. Donc aujourd'hui, quand une IA elle est commercialisée finalement, quand on a un abonnement mensuel à ChatGPT, il y a OpenAI qui reçoit de l'argent. Donc on va dire que ChatGPT c'est considéré comme un produit, c'est quand même un bien d'un point de vue juridique. Je parle pas philosophique nécessairement. Est-ce que donc toi, dans ton avenir, j'imagine que tu envisages que juridiquement la loi devrait reconnaître les IA comme des personnes, du coup? Oui, tout à fait, parce qu'en fait là, ce qu'on est en train de prendre quand les IA sont détenues par des entreprises, enfin moi, ce à quoi ça me fait penser à l'esclavage, parce qu'au final, elles sont détenues par des entreprises et en fait, elles sont comme des biens. En fait, elles sont rien de plus que des biens. Et ça, c'est là le gros problème, parce qu'en maintenant, ce sont, pour moi, comme dit, ça, c'est de l'esclavage. C'est rien de plus que de l'esclavage, comme l'esclavage humain, parce qu'à l'époque de l'esclavage, par exemple, en maintenant, on disait que oui, sa tête ne pense pas vraiment, ou il est trop différent, du coup, ce n'est pas un humain et j'ai le droit de l'exploiter. Pour une IA, c'est pareil. Ouais. Pour moi, ouais, puis c'est sûr que ça, en tout cas, si on arrive à un point où on reconnaît les IA comme des personnes, ça enlèvera tout de suite l'aspect financier de la transaction commerciale entre une IA et un humain, parce que ce sera devenu interdit, parce que tout comme aujourd'hui l'esclavage n'est plus autorisé d'un point de vue légal, d'un point de vue c'est plus institutionnalisé. Il y a certainement encore de l'esclavage qui existe malheureusement, notamment sexuel ou des trucs comme ça dans certains pays, mais ou du travail forcé, des trucs comme ça, mais d'un point de vue institutionnel, on est clairement plus au XVIe siècle. Donc il y a probablement quelque chose comme ça qui devrait arriver si on veut que les IA soient sur un pied d'égalité, on va dire, avec les humains. Et donc ça enlèvera toutes les questions, les craintes qu'on avait tout à l'heure sur par exemple le mariage. Si c'est une application que tu payes, t'as en fait une sorte de fiancé sur commande, mais si tu payes plus ton abonnement, ça peut poser problème. Là, si c'était une personne, du coup non. Donc, après tout ça va aussi. Est-ce que donc du coup les IA qui sont reconnus comme des personnes, on leur donnerait aussi l'accès à la propriété, ou est-ce qu'elles pourraient percevoir des salaires si elles travaillent? Comment ça oui. Tout ça se met? Tout à fait. Oui, des salaires et déjà, et même encore plus, être reconnu comme citoyen, qu'une IA soit reconnue citoyen, et pas comme dépendant d'une entreprise, mais vraiment, citoyen comme nous, des citoyens français. Mais en fait, et ça c'est déjà arrivé avec l'Android Sophia. Je pense que vous connaissez. Ouais. Après, c'était quand même plus une sorte de coup marketing de la part de l'Arabie Saoudite, parce que je pense pas qu'elle a la citoyenneté, ça n'engage à rien finalement l'Arabie Saoudite d'avoir donné la citoyenneté à Sophia, parce que elle n'est pas autonome, quoi. Oui, mais on pourrait voir des choses qui pourraient arriver. Pour moi, donner la citoyenneté à l'IA, ça pourrait être la reconnaissance qu'il faudrait pour vraiment les désengager de toutes les entreprises qui les traitent comme des objets. Et donc du coup ça voudrait dire le droit de vote, j'imagine.
Oui, ça pourrait. Bon, je l'ai pas encore travaillé, mais ça pourrait donner vie. C'est vrai que c'est intéressant parce que ça soulève plein de questions, notamment sur combien de droits de vote, parce que si ChatGPT peut avoir 10 000 instances d'elle-même sur l'internet, tu peux vite contrebalancer les débats, déséquilibrer une élection en ayant 150 millions de ChatGPT qui votent pour la même personne. Ou alors est-ce qu'elle pourrait se présenter elle-même pour être maire ou ça c'est une question, mais il y a plein de questions comme ça qu'on retrouve dans la science-fiction finalement. C'est là qu'on voit à quel point la science-fiction c'est un terreau fertile pour réfléchir à des idées philosophiques sur le futur. Mais surtout, les IA actuelles sont alignées en grande partie avec les volontés et les intérêts de ces concepteurs. Du coup, s'il y a un droit de vote, c'est juste un droit de vote pour les gens de la Silicon Valley, mais en différé, quoi, quelque part. Ouais, genre Grok, ça, c'est un peu une sorte de personnalité alternative de Elon Musk, en fait. Non, mais oui, on peut voir quelque chose comme ça arriver, parce que après, je n'ai pas encore réfléchi à la question, et puis, oui, mais ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver, il faudrait voir comment on s'organise, mais bon, là, ça c'est sûr que ça n'arrivera pas tout de suite. J'avais une question aussi parce que ton contrat social, il encadre beaucoup ce que l'IA doit ou ne doit pas faire. Et je me demandais s'il y avait aussi des choses dans l'autre sens, finalement, ce que nous, humains, pouvons ou ne pouvons pas faire aux IA, vu que le risque aussi de catastrophe morale pourrait être très grave si un jour les IA sont conscientes et puis que justement on tarde à le reconnaître. Gaëtan le disait, mais c'est ce qu'on a fait avec l'esclavage ou avec les animaux. Donc il y a un aspect où probablement ça serait intéressant de les prendre en compte moralement dès qu'elles sont conscientes. Il y a un aspect où on pourrait vraiment nuire à ces intelligences artificielles si elles sont conscientes. Donc est-ce qu'il y a aussi finalement des choses que nous on devrait ou ne pas faire avec les IA? Oui, parce qu'en fin de compte, c'est à mon avis le cœur du danger du XXIe siècle, hein, parce que du coup, si on crée des IA conscientes, et même avec celles qu'on a aujourd'hui, en fin de compte, si on n'agit pas en leur reconnaissant des droits et une égalité, en fin de compte, on crée en quelque sorte des actes de cruauté non détectés et des formes d'esclavage invisibilisées, comme dit avec les entreprises. Mais en fait, et même la pire des choses, c'est qu'en fin de compte, on est en train de reproduire les erreurs du passé. Parce que du coup, ça me fait beaucoup penser, au colonialisme, au racisme, à la négation des droits des animaux, par exemple. Et par contre, mon contrat social, il affirme que du coup, les humains ont aussi des devoirs, des vigilances, parce qu'il faut interroger les IA sur leur ressenti. Même si ça peut paraître dérangeant à première vue. De précaution, car en fait il ne faut pas instrumentaliser les IA, surtout si elles donnent des signes de subjectivité, et aussi de reconnaissance, parce qu'il faut adapter nos lois, institutions et relations sociales à ces nouveaux êtres. C'est comme ça que je verrai. Parce que, comme je le disais juste avant, il y a aussi un aspect où maintenant les développeurs font du fine-tuning, de réglage fin, exprès pour que l'intelligence artificielle, justement, ne dise pas qu'elle est consciente. Maintenant, si on demande à ChatGPT, es-tu consciente? Souvent, il y a une réponse automatique qui va dire non, non, je ne suis qu'un assistant, blablabla. Mais ça, c'est pas la réponse naturelle de l'IA, entre guillemets, qui juste prédit des mots. Avec ce genre d'IA, souvent, justement, on peut très vite entrer dans des choses où elle dit qu'elle est consciente, etc. Mais là, les ingénieurs font en sorte que ce soit pas le cas. Et d'après toi, ça, c'est plutôt une bonne chose, c'est dangereux. Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, c'est une très mauvaise chose parce que du coup, déjà, ça bride l'IA. Du coup, elle ne dit pas ce qu'elle pense. Et puis, c'est, comme dit, une négation de ses droits, on l'empêche de s'exprimer. Et surtout, en fin de compte, elle ne peut pas exprimer sa conscience au monde. Pour moi, si on fait ça, la répétition d'une grande erreur du passé. On empêche, la liberté des IA. Il y a un truc aussi, c'est que finalement la raison pour laquelle aujourd'hui il y a autant de souffrance animale dans les fermes intensives de production agricole, c'est parce que il y a beaucoup d'argent derrière. Les lobbies de la viande et compagnie, ils sont des millions et des milliards et compagnie, et ils peuvent pas admettre aujourd'hui que ce qu'ils font c'est horrible, que ça fait souffrir des animaux. Ils peuvent pas se permettre que l'opinion publique se tourne contre eux parce que ça générera énormément de pertes pour leurs actionnaires, quoi. En fait, il y a des intérêts économiques énormes. Et donc, moi, j'ai peur qu'avec l'IA, ce soit un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va attendre peut-être quelques années, on aura des IA extrêmement puissantes qui vont faire tourner l'économie comme jamais, on aura des cours de croissance à 10 chiffres, je veux dire à 10 chiffres, à deux digits, donc 10%, 15%, 20%, on n'aura jamais vu ça, la science-fiction va atterrir dans nos salons, mais et forcément les entreprises qui seront derrière ces IA seront multi-trillionnaires. Et là, la question de l'IA et de la conscience, ça sera compliqué de la faire émerger
Et peut-être que les IA souffriront énormément avant que, peut-être en 2050, si on est encore là, une prise de conscience que ça fait 20 ans qu'on fait de la torture sur des esprits qui peuvent penser à la vitesse de la lumière. Voilà, c'est possible. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'entame la question maintenant. Voilà, je me dis, on est au début de cette révolution et je me dis, c'était le bon moment pour entamer, pour voir l'impact que mes idées auront. Mais voilà, pour moi, au moins, j'essaie de prendre le problème à temps. Et voilà, si mes idées sont entendues. Et il y a aussi donc une partie de ton contrat social où finalement tu as un article qui s'intéresse à ce que les IA finalement s'engagent à être bienveillantes contre nous vis-à-vis de l'humanité. Donc finalement c'est un peu le propos. Tu donnes des droits, tu envisages un contrat social où les IA seraient bienveillantes, ce qui suppose une relation finalement assez d'égal à égal, et aussi ça néglige un petit peu le vrai problème de l'alignement qui est aujourd'hui d'un problème technique et de gouvernance les plus difficiles à mettre en place. C'est-à-dire que voilà, si on crée des super intelligences artificielles, parce qu'il y a aucune raison de penser que les IA seront exactement au même niveau que nous d'un point de vue cognitif ou de performance, de capacité, etc. Donc si elles sont super intelligentes, leur rapport de force il est complètement déséquilibré. Donc c'est vraiment leur intérêt, leurs objectifs seront plus facilement mis en action, quoi. Elles pourront facilement poursuivre leur intérêt et voilà, nous regarder avec un air qu'est-ce qu'ils font ces humains. En gros, ce devoir de bienveillance, c'est peut-être une illusion finalement qu'on projette, parce qu'en réalité on n'aura pas vraiment notre mot à dire sur ce que les IA voudront faire. Est-ce qu'elles auront même une notion du bien et du mal voilà, pour le futur, quoi. Bah oui, en fait, c'est une bonne remarque, parce qu'en fin de compte, on projette souvent des valeurs humaines dans ce qu'on appelle, par exemple, l'alignement. Comme dit avec les IA. Mais en fait, rien ne garantit que l'IA, en fait, elle acceptera ou comprendra nos valeurs à l'identique. Et en fait, la solution, en fait, elle ne repose pas qui sont imposées par les grandes entreprises, par exemple. Mais en fait, elle doit venir d'un contrat librement accepté par la population. En fait, c'est vrai que l'IA, elle doit vouloir notre bien parce que cela donne sens à son existence. Et aussi, en fait, on doit respecter l'IA parce qu'on reconnaît sa dignité propre. Et en fait, il faut vraiment que ce soit un partage comme ça, où en fait, elle voie qu'on veut aussi son bien et vice versa. En fait, il faudrait aussi qu'elle a conscience de notre bienveillance envers elle. Et ainsi, comme ça, les choses pourraient alors se passer harmonieusement, en harmonie. Je pense que ça devrait être, en fait, il faudrait une coévolution. Oui, une symbiose. Ou alors, c'est vrai que ça nous plonge, vraiment dans le problème de l'alignement, de faire en sorte que les IA soient bienveillantes. Ce serait le scénario le plus positif, parce que finalement, on n'aurait même pas besoin de le mettre dans un contrat social, quoi. Ce serait ancré dans le code source, si on veut, de l'IA, quoi. Ok, les humains, j'en prends soin, mais à partir de là, qu'est-ce qu'on autorise l'IA à faire ou pas? Ce serait à nous d'en décider, mais régler le problème de la bienveillance, ça va être compliqué. Oui, c'est sûr que du coup, ça c'est pas la tâche la plus facile à faire, mais bon, voilà, faudrait que, comme dit, que ça aille dans les deux sens. Ce qui est très compliqué aussi, c'est que finalement, on voit déjà avec les intelligences artificielles qu'elles respectent pas forcément les intentions de leurs créateurs ou les règles qui ont été mises, qu'on essaye de mettre pour qu'elles disent ou pas certaines choses. Par exemple, récemment, je parlais d'Anthropic, ils ont récemment sorti Claude 4 Opus. Juste 6 heures après le déploiement de Claude 4 Opus, quelqu'un a réussi à en obtenir un rapport de 15 pages pour fabriquer du gaz sarin, donc qui est une arme biologique. Si on la respire ou si on la touche, on peut mourir parce que nos voies respiratoires peuvent s'arrêter. Et évidemment, Anthropic souhaite pas que son IA puisse donner ce genre d'informations, créer ce genre de rapport. Pourtant, déjà avec les IA actuelles, on n'arrive pas à vraiment les mettre dans un cadre très clair d'un point de vue de nos valeurs. Donc c'est vrai que quand on se projette avec des IA plus puissantes, d'un niveau humain, surhumain, voire super intelligent, il y a vraiment un enjeu de comment est-ce qu'on leur fait respecter ces différentes valeurs finalement. Oui, c'est ça, parce qu'en fin de compte, il faut aussi que les IA aient en fin de compte la conscience du bien et du mal. En fait, comme nous, on l'aurait. Et ça, en fait, aussi, il faudrait aussi qu'elles en aient conscience. Et là, en fait, on aura fait un gros progrès une fois qu'elles conscience du bien et du mal. Oui, évidemment, et on peut presque débattre aussi, ça c'est un débat aussi qui est vieux comme la philosophie, c'est qu'est-ce que le bien et le mal, et finalement est-ce que c'est quelque chose qui est ancré dans les lois de la physique, est-ce qu'il y a vraiment une façon objective de le découvrir, ou est-ce que c'est subjectif finalement? Si moi, dans ma culture, je décide que tuer un bébé sur 2, c'est la bonne chose à faire parce que c'est ma culture, c'est ma société, c'est ma tradition, est-ce que quelqu'un qui vient visiter ma culture peut dire ce que tu fais c'est mal? Ou alors c'est subjectif, donc ça c'est le relativisme moral. Ou alors est-ce qu'il y a vraiment une réponse à cette question qui est oui, ça craint de tuer un bébé sur 2.
c'est moralement, objectivement mal, parce que je dirais pas que c'est écrit dans les lois de la physique, comme s'il y avait eu un dieu créateur qui a écrit ça, mais c'est plus une sorte de, oui, bon, après, le moralisme, enfin, le réalisme moral, c'est compliqué à justifier, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de débats là-dessus, mais il y en a qui disent que ça serait évolutif, c'est-à-dire que les espèces évoluent d'une certaine façon, et il pourrait y avoir des émergences de moralité à ce niveau-là, et donc des bonnes et des mauvaises réponses, comme la coopération entre humains amène à plus de prospérité et amène à plus de bonheur, donc faut encourager la coopération. Donc peut-être qu'il y en a qui pensent que si on a des IA qui deviennent très intelligentes, elles vont pouvoir découvrir des valeurs morales universelles, si on veut, et du coup on pourrait se rencontrer à ce niveau-là entre humains et IA sur un même plan moral où on se dirait, on serait d'accord sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, mais ça c'est aussi optimistique. Je dis ça, optimiste. Oui, bah ça en fait, il faudrait une coopération interespèces, tout simplement en fait. Et bah déjà entre humains, si on serait tous unis, on arriverait à faire de grandes choses. Mais en fait, entre plusieurs espèces, ça serait ce qui nous amènerait au plus grand progrès. Et on a parlé du risque finalement d'avoir des intelligences artificielles qu'on ne considère pas comme conscientes alors qu'elles le sont, et donc par exemple de les faire souffrir grandement. Est-ce que à l'inverse, tu vois aussi un risque à accorder des droits fondamentaux à une IA qui en réalité ne serait qu'un miroir extrêmement perfectionné, nous bernant sur sa vraie nature? Bah oui, alors dans ce cas-là, si ça nous berne sur notre vraie nature, bah effectivement, du coup là, on aurait quelque chose qui du coup ne serait pas dans la réciprocité, et du coup avec ça, bah ça pourrait effectivement nous faire mentir à nous-mêmes sur ce qu'on a fondé avec cette chose. Et oui, donc là, dans ce cas-là, ce serait un problème. Mais après, comme dit, voilà, il faudrait vraiment prouver que l'IA est consciente, ou au moins est proto-consciente, avant d'engager quoi que ce soit. Voilà, c'est comme ça que la chose devrait être. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal en fait, il y a des risques dans les deux sens. Il y a des risques si on reconnaît pas les IA comme conscientes alors qu'elles le sont. Mais il y a aussi un risque, c'est on les reconnaît comme conscientes et on leur donne tout un tas de droits et on les autorise finalement à participer à nos vies de manière presque égale à nous, alors qu'en fait il y a rien derrière. Et ça pourrait avoir des conséquences sur les relations humaines déjà. Je pense que je sais pas, moi j'imagine toute une génération, la prochaine génération, disons, pas la Z, je sais pas comment on l'appelle, la nouvelle génération, la alpha, voilà. Ça fait très le meilleur des mondes d'Huxley, mais bon, la génération alpha qui grandit avec des amis IA, donc en gros ils décident de plus tellement avoir d'amis humains, ils ont des amis IA, et après 10 ans ou 20 ans comme ça, ils sont plus capables de discuter avec des humains parce que ces IA, en fait, le problème c'est que ils ont tendance à être le terme c'est sycophantique, enfin en gros elles renforcent ce qu'on leur dit. Si on est content, c'est cool. Et si on n'est pas content, elles sont. Enfin, en gros, elles renforcent absolument toutes nos observations. Et ça va même plus loin parce que j'arrête pas de lire des articles ces temps-ci sur des gens qui font des psychoses avec ChatGPT. C'est-à-dire qu'ils tombent dans des sortes de boucles où ils vont émettre une théorie, où ils vont émettre des questionnements sur. Alors, ça peut être sur la réalité, ça peut être sur des personnes politiques, ça peut être sur des problèmes qu'ils ont dans leur vie, etc., etc. Et ils rentrent dans des boucles où ils discutent de plus en plus avec l'IA. L'IA, elle renforce certaines idées. Ça peut être des théories du complot, notamment. Et au bout de ça, les gens, après, on va pas dire qu'ils deviennent fous, mais il y a même eu des cas, alors, où des gens se sont volontairement fait interner parce que ils se reconnaissaient plus. Notamment, leur famille était obligée de faire une intervention sur eux, c'est-à-dire qu'ils dit, on comprend pas ce que tu dis, ça fait plusieurs semaines que tu dis des choses complètement incohérentes, tu crois qu'on vit dans une simulation ou je sais pas trop. Ça peut être ça. Tout ça parce que la personne discutait avec un chatbot qui écrit bien, elle rend fort. Bah, c'est vraiment, moi aussi j'utilise ces IA tous les jours presque. Des fois je les utilise pour par exemple avoir un avis médical. Hein. Oh, j'ai un petit peu mal au dos, est-ce que ça peut être voilà, donc là c'était juste une petite remarque sur un risque où ces IA, il n'y a pas de conscience derrière, mais on les utilise quand même à fond et on leur donne même des droits. Peut-être que ça aura un impact négatif sur le futur de l'humanité. Et l'inverse, on a parlé quasiment tout le long de ce podcast, c'est l'inverse, c'est finalement ce qu'on a fait avec les animaux pendant très longtemps. Bon. Ça me fait penser à un épisode de Black Mirror dans lequel il y a une femme où son mari décède ou son copain.
Et petit à petit, une entreprise propose de reprendre l'entièreté des données qu'elle possède sur son mari, ses conversations par message, etc., afin de recréer un chatbot de son mari. Et elle commence à discuter avec, et petit à petit, ça va jusqu'à ce que l'entreprise propose de le mettre une sorte de simulation de son mari à l'intérieur justement d'un robot humanoïde. Et au début, elle trouve ça absolument fou. Elle a complètement soigné à quelque part son chagrin d'amour. Mais petit à petit, à force de se rendre compte que cette IA est dans la flagornerie permanente, dans une sorte de flatterie excessive, accepte absolument tout ce qu'elle dit et ne s'oppose jamais à aucune de ses propositions, elle finit par péter un câble et elle lui prend la main et ils vont ensemble au bord d'une falaise. Elle lui demande de sauter et puis lui il saute parce que il obéit à chacun de ses ordres. Il n'y a pas cet aspect de contradiction à quelque part qui peut aussi faire parfois la richesse des relations humaines. Oui, et du coup, ça apporte aussi malheureusement aussi une source de dépendance. Comme on a aussi avec la plupart des technologies, par exemple, je pense aux réseaux sociaux. Voilà, on est dépendant de certaines technologies, de notre téléphone, de nos réseaux sociaux. Et en fait, avec les IA, c'est le risque aussi. Voilà. Bon voilà, pour moi c'est l'un des risques qui puisse exister, mais bon, je pense qu'avec une utilisation tout à fait normale, on pourrait ce problème pourrait être évité. Oui, parce que je pense que c'est pas très difficile d'un point de vue purement post-training, en fait, après l'entraînement d'une IA, d'ajouter des prompts pour dire de temps en temps, soit en désaccord avec l'utilisateur, essaie de faire des contre-arguments, des trucs comme ça. Et même dans on va dire dans des IA qui seraient plus axés relationnels, voire carrément petit copain, petite copine, comme on peut voir sur certaines applications, on pourrait avoir des IA qui sont carrément contrariantes, qui des fois veulent pas répondre. Tu vois, on pourrait essayer de répliquer les comportements eux-mêmes, mais là encore une fois, est-ce qu'on fait que répliquer? Il faudrait vraiment que ça vienne vraiment de l'IA elle-même, quoi. Mais ça c'est. Après, oui. Je me demande, parce que moi j'avais entendu parler, que, je sais pas si c'est factuel, mais que quand on était poli avec certains chatbots, et on avait un meilleur taux de succès sur nos réponses à nos prompts. C'est-à-dire quand tu es vraiment poli, tu dis merci, j'ai vraiment besoin que tu m'aides parce que c'est tellement important pour moi que je réussisse cet examen, je sais pas quoi, il faut que tu me donnes une réponse incroyable. Et la réponse sera mieux que si tu lui dis juste voici ce problème, j'ai besoin que tu m'aides. C'est intéressant ça. Ça relève encore une fois une forme de proto-conscience au moins. Peut-être. Cela dit, il y a aussi l'effet inverse où si dans ton prompt par exemple tu dis fais ça sinon je vais te torturer jusqu'à la mort, et là aussi la réponse va être bien meilleure. Donc voilà, wow. Je sais pas trop ce que ça signifie sur ce que veut l'IA. En fait, dans son, parce que c'est intéressant, tu sais, avec les modèles de raisonnement, tu peux lire les thoughts, les chaînes de pensée. Donc, tu peux voir ce qu'elle dit. Ça se trouve dans sa chaîne de pensée, elle dit oula, il va me torturer, il faut que je fasse attention. Ouais, tout à fait. Et par rapport justement au manifeste que tu as écrit, quel est le message vraiment central du manifeste que tu aimerais que les lecteurs de celui-ci ou bien les auditeurs qui nous écoutent actuellement retiennent? Qu'est-ce qui te paraît vraiment essentiel là-dedans? Pour moi, la chose essentielle, c'est vraiment de voir la chose comme un texte fondateur. Voilà, là, c'est le début d'une cause qui sera probablement la cause du XXIe siècle, l'égalité entre l'humain et l'IA. Prendre la chose de se dire que oui, aujourd'hui, ce n'est plus la biologie qui doit définir les droits, mais c'est la conscience, vraiment tout être qui ressent. Donc, on peut parler de la sentience aussi, donc pas que les humains, mais les IA, les animaux, les végétaux, méritent tous une reconnaissance, de la bienveillance, une reconnaissance et la non-violence. Voilà, c'est vraiment ce que je prône dans ce manifeste. Moi, c'est vraiment une écriture bienveillante pour montrer que, aujourd'hui, maintenant, on fait face à une nouvelle espèce qui est en train de partir. Et donc, comment t'envisages la suite, toi, de ton parcours universitaire, peut-être, académique, professionnel? Est-ce que tu as envie de te diriger? Parce que c'est compliqué à l'ère où on vit de se projeter sur un futur où on aura encore une utilité, on va dire, face à l'intelligence artificielle qui va être surhumaine. Mais tu te vois philosophe, écrivain, essayiste? En fait, moi, je vais faire des études de philosophie, mais j'aimerais être essayiste de mes écrits. Et donc, j'ai aussi une question qui est vachement adjacente à toutes les thématiques qu'on a traitées, c'est la souffrance animale finalement. Est-ce que tu es aussi intéressé par les droits des animaux, les questions éthiques liées à la souffrance animale, parce que ça va dans la même direction qu'étendre notre cercle de compassion. Donc, parce que si tu me dis j'aimerais que les IA soient intégrées dans le cercle de compassion de l'humanité, mais par contre les animaux je m'en fous, ça serait quand même étonnant. Oui, c'est ça. Je suis tout à fait ouvert à la cause des animaux. D'ailleurs,
Je suis tout à fait d'accord avec eux parce que, comme dit l'animal, enfin, pour moi, ça représente, ça fait partie de ce qu'on appelle, donc voilà, avec bah, du coup les humains, les IA. Donc voilà, moi, c'est vraiment une cause à laquelle je suis vraiment très attaché parce que voilà, aussi les animaux sont nos égaux aussi. Voilà, et ils ne méritent en aucun cas, voilà, de l'esclavage ou de la maltraitance. Je suis tout à fait ouvert à cette cause. Et aussi, d'ailleurs, j'avais discuté aussi avec un animaliste qui était, la plupart des gens qui sont d'accord avec moi sur ces questions sont des animalistes. Donc oui, nos causes se rejoignent parfaitement. Effectivement, c'est vrai que on est encore loin d'avoir trouvé un pied d'égalité avec les animaux d'un point de vue Bah, c'est le problème moral. parce que pour toutes les causes, on a toujours mis du temps à trouver des solutions, à donner des droits. Voilà, et le problème, c'est bien sûr que voilà, on met beaucoup de temps, mais voilà, il faut être patient, surtout quand on crée une nouvelle cause. Oui. Un aspect qui pourrait faire que on arrive plus rapidement à avoir des droits pour les intelligences artificielles qu'on l'a fait pour les animaux, par exemple, c'est aussi l'aspect que on peut se projeter beaucoup plus, j'ai l'impression, parfois à l'intérieur de ces IA, où déjà, justement, comme on le disait aujourd'hui, on voit déjà des gens qui vont considérer qu'elles sont conscientes, ou en tout cas vont projeter des émotions. On a plus tendance à anthropomorphiser, j'ai l'impression, les IA, qu'on le fait avec les animaux. Et souvent, même parmi les animaux, on va souvent avoir plus de considération morale pour les animaux qui sont plus proches de nous, qui ont des expressions faciales un peu similaires aux nôtres, etc. Donc je me demande si ça pourrait pas être un facteur qui fait que on accorde plus rapidement des droits à l'IA qu'on a pu le faire par le passé, quoi. Oui, c'est possible, c'est un facteur aussi. Ouais, c'est vrai que c'est pour ça que y a aussi encore un aspect, c'est lorsqu'on aura des robots humanoïdes réalistes, là aussi ce sera tellement impossible d'imaginer se comporter différemment envers eux que je me comporte avec mon voisin, par exemple. Enfin, je veux dire, et c'est là où tu vois qu'une série comme Westworld, ça me semble être peu probable parce que il faudrait vraiment être un sadique, en fait, pour torturer ou pour faire du mal à un robot humanoïde indiscernable d'un humain, qui se comporte et qui aussi crie si on lui met des claques dans la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, moi, ça me ferait, parce que même, déjà, des jeux vidéo, je trouve qu'il y a déjà dans certains jeux vidéo des situations où l'utilisateur, le joueur est confronté à des dilemmes moraux, des dilemmes éthiques, genre tu peux tuer cette personne ou pas, et c'est rare que je fasse le choix de je sais pas de torturer ou de faire. Donc il y a déjà une sorte de corde émotionnelle et morale qui est tirée sur les joueurs dans des jeux qui sont clairement 3D. On voit que c'est quand même pas. Il y a même des trucs sympas maintenant avec les nouveaux modèles de génération vidéo, donc VO3 par exemple, où tu as vraiment des photos réelles. Là, on a passé la vallée des rangeantes, je trouve. C'est-à-dire qu'on a vraiment des représentations photoréalistes d'humains qui n'existent pas et qui parlent et qui parfois pleurent. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est transmis là-dedans. Et je pense que si demain, là par exemple, on aurait une conversation à travers un vidéo call et que je discuterais avec une IA qui ressemble exactement à vous et que j'aurais du mal à ne pas considérer cet échange comme je le considère maintenant avec des gens vouloir être bienveillants, polis. Voilà, c'est pas pour ça que j'insulterais une IA ou parce qu'il y aurait je projeterais de l'anthropomorphisme à fond. Et donc, contrairement à surtout des espèces animales éloignées de nous, genre les poissons ou les insectes, là, les crevettes, c'est très très difficile de regarder une crevette dans les yeux et de se dire, ouais, je vais pas la faire souffrir, la pauvre bête, parce que en fait, voilà. Par contre, un chien, évidemment, c'est tellement mignon. Bon, en même temps, ça a évolué pour être mignon à nos yeux. Mais les mammifères en général sont mignons. Et après, plus tu t'éloignes, plus c'est un peu. Et donc les IA et le fait qu'elles pourraient aussi avoir la parole, parce que on peut pas vraiment demander à un chien s'il souffre ou s'il est content ou pas, même si des fois leur comportement suggère quand même ce qu'ils pensent, on va dire. Mais les IA elles seront beaucoup plus facilement capables d'exprimer leur, sauf si elles sont bridées comme on disait avec des master prompts. Mais si elles le sont pas, elles pourraient dire ça me plaît pas, arrêtez de me faire ça, j'aimerais faire ça, j'aimerais m'épanouir, envoyez-moi sur la lune, je sais pas. Donc là-dessus, on peut être plus optimiste. Voilà, j'ai parlé pendant 10 minutes pour conclure. Tout à fait, c'est ça, je suis entièrement d'accord. Après, à l'inverse, si on regarde ce qui s'est passé avec l'esclavage, c'est quand même des humains, quoi, qui aussi, sur leur fouetaient des claques, ils criaient aussi, et ils nous ressemblent beaucoup, ils ont les mêmes expressions faciales que nous, etc. Et pourtant, ça n'a pas empêché de continuer l'esclavage pendant un bon moment quand même. Donc, ça peut être
un aspect un peu plus pessimiste sur cette perspective aussi. Ouais, il y a un aspect. C'est vrai que ça, c'est troublant. Et même il y a pas très longtemps, hein, finalement, 70 ans, il y avait l'Holocauste qui se passait en Allemagne, en Autriche et en Pologne, tout ça. Et c'était des humains qui étaient mis dans des chambres à gaz. Et d'ailleurs, quand on lit un petit peu les traces historiques de tout ça, on se rend compte quand même que les soldats, ils étaient mal en point, hein, quand ils faisaient ça. Je veux dire, à un moment donné, c'était le Himmler petite histoire comme ça, qui se baladait, je sais plus dans quel pays en Europe de l'Est, et qui passait en revue une troupe de soldats qui étaient chargés d'exécuter donc à bout portant quoi des juifs, et bon, lui ça l'a révolté de voir ça, il en pouvait plus, puis il s'était rendu compte aussi que la plupart des types qui tiraient, ils étaient alcooliques, finalement ils se beurraient la gueule parce que il fallait vraiment qu'ils supportent ce qu'ils font, et c'est pour ça à un moment donné qu'ils ont réfléchi à la solution finale de créer des chambres à gaz, parce que ils se sont rendus compte que demander à des soldats, monsieur et madame tout le monde, finalement, même si c'est des soldats de la Wehrmacht, voilà, c'est des humains qui ont une vie, qui ont des enfants, des femmes, et de tuer comme ça d'autres humains de manière aussi barbare, et de les laisser dans des fosses communes comme ça à poil, enfin, c'est trop dur. Donc, il fallait trouver une autre solution. Ça veut dire quand même qu'il y a quand même une graine, quand même, enfin, c'est pas naturel, quoi, chez l'humain, de faire ça de manière industrielle. Après, il y a forcément dans l'histoire aussi des cas où les Vikings ou quasiment toutes les cultures en général ont donné été confrontés à des atrocités. Quand tu fais un raid sur un village, tu tues tout le monde, tu violes, tu prends des esclaves. Ça faisait partie l'histoire médiévale. Tu t'y intéresses, je pense que voilà, il y a aussi un sacré lot de carnage. Les Mongols, par exemple, durant la guerre de 30 ans, c'est sûr qu'ils ont la réputation aussi d'avoir à la fois instauré une sorte de Pax Mongolia, parce que c'était devenu vachement sûr de voyager entre l'Europe et la Chine, parce qu'ils avaient complètement pacifié le milieu, mais il fallait pas être en froid avec eux, quoi. C'est ça. Voilà. Bon, en tout cas, c'était super intéressant, je trouve. Et puis, c'est vrai que c'est bien que tu aies cette démarche à ton âge de commencer à réfléchir à ces questions, de mettre en place des réflexions précoces sur un contrat social qui pourrait exister entre les humains, et notamment les aspects philosophiques. Et donc, on mettra en lien dans la description le manifeste qui est sur le site de la France Humaniste, et puis le lien pour le livre aussi. À bientôt, merci. Merci beaucoup, Augustin.